Questa puntata è offerta da Il Ponte, assistenza e cura a domicilio. Buongiorno, nell'odierna puntata di Al Caffè Letterario abbiamo il piacere e davvero l'onore di parlare con Emmanuel Pierrat, che è un avvocato, uno scrittore molto conosciuto, ha avuto un premio recentemente come miglior rappresentante dei diritti degli scrittori in Francia, fra le altre cose, lui è anche direttore di musei, eccetera, eccetera, ha scritto tantissimi libri molto interessanti. Queste prime parole sono in italiano, con Emanuele faremo l'intervista in francese che sarà poi sottotitolata in italiano. Bonjour, Monsieur Pierrat. Bonjour, Monsieur Roek. Ciao, Sergio et ça. Ciao tutti. Même si je vais parler en français, hein, mais je rentre d'Italie. Oui, 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 oui. On va parler en français parce que le livre est très intéressant de ce qu'on veut parler. C'est un livre de Paul Smail, qui est un alias de Jacques-Alain Léger. Et le livre est paru il y a quelques mois en Italie, auprès de Minimum Fax, l'éditeur. C'est Vivere mi uccide, Vivere me tue de Paul Smail. Et Emmanuel Pierrat, c'est peut-être le meilleur expert de Jacques-Alain Léger, aussi de Paul Smail, et il nous va expliquer son rôle dans ce dernier livre et aussi dans la vie de Jacques-Alain Léger, alias Paul Smail, parce qu'il a été son avocat est tuteur et à la fin maintenant son exécuteur testamentaire. Alors, comment on en est arrivé à la publication italienne de Vivere mi uccide et quelle est l'importance de ce livre à partir de sa édition française? Alors, ce livre qui s'appelle en français Vivre me tue, mais qui est traduit fidèlement en italien par Vivere mi uccide, pardon pour mon accent, évidemment, est un livre important, très important, publié par Jacques-Alain Léger sous le pseudonyme, l'alias, le pseudonyme de Paul Smail. Sachant que Jacques-Alain Léger est un écrivain dont le nom Jacques-Alain Léger est lui-même un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Daniel Théron. Et il a toujours, toute sa vie, utilisé de multiples identités. Il a parfois publié sous le nom de Jacques-Alain Léger et très souvent avec d'autres noms, Dachel et Dayat, Ève Saint-Roch, Paul Smail et Jacques-Alain Léger très souvent comme nom principal. Mais il s'avère que cet écrivain qui a eu, je peux en parler plus longuement peut-être tout à l'heure, c'est un écrivain qui a eu d'énormes succès et d'énormes déceptions, qui a essayé beaucoup de genres littéraires. Dans les années 80, peut-être début 90, était très en guerre contre le monde éditorial. La façon dont ses livres étaient reçus, puisqu'il avait écrit un best-seller parodique d'un best-seller, une parodie qui s'appelle Monsignore, et qui se voulait plutôt une imitation des romans à succès, et ça a été un immense roman à succès. Et ensuite, on lui demandait plus que de refaire le succès de Monsignore, qui est un livre qui s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et qui a été adapté au cinéma. Il a eu plusieurs livres adaptés au cinéma. Il disait, j'en ai marre de ça. Et chaque fois que je propose un manuscrit sous le nom de Jacques-Alain Léger, on me dit, il faut faire Monsignore. Il dit, j'en ai marre. Et donc, dans les années, il y a 25 ans, 20, 30 ans, je ne sais plus, dans les années 80-90, Jacques-Alain décide de prendre une identité pseudonyme, mais totalement cachée. Totalement cachée. D'un seul coup, arrive cette fulgurance qui seront 4 livres très importants chez De Noël, éditeur important en France, filiale de Gallimard, d'un inconnu complet, présenté comme franco-marocain, enseignant au Maroc, qui ne peut pas se montrer dans les médias parce qu'il vit au Maroc, parce que ça parle de sexualité de jeunes de mort et qu'il risque d'avoir des ennuis dans la fonction publique marocaine. Et c'est un événement littéraire très important.
un des livres les plus importants de cette quadrilogie est Vivre me tue, qui est à la fois un très bon résumé de ce qu'était la vie de Jacques Alain et en même temps, évidemment, le titre d'un récit ou d'un roman extraordinaire. Il faut que je termine juste sur cette histoire de pseudonyme, parce que pendant 2 ou 3 ans, tout Paris s'est interrogé pour savoir, un peu comme cela arrive en Italie avec cette romancière dont on pense qu'on connaît l'identité, mais on est encore en train d'hésiter, Zafferantes, sur savoir vraiment qui se cache derrière. Eh bien, il y avait cette espèce de phénomène, alors pas avec le même type de littérature, hein, beaucoup moins souriante, plus tragique, plus dure, mais que moi j'aime infiniment, mais très belle écriture, très intéressante, un portrait sociologique des jeunes gens d'une époque, des rapports entre l'immigration, la France, le Maroc, le Maghreb, la violence, la sexualité et la liberté, écrit par un jeune Marocain. Tout cela fascinait beaucoup et on cherchait à savoir qui c'était. Et il y a eu beaucoup d'enquêtes. Et Jacques-Alain Léger, dans ses archives, après sa mort, j'ai trouvé, il écrivait depuis le Maroc, il faisait poster des lettres depuis le Maroc pour répondre à des gens qui écrivaient à son éditeur de Noël. Et parfois, il se permettait, juste pour l'anecdote, de répondre à certains grands lecteurs qui lui avaient écrit. Par exemple, Pierre Bourdieu, l'immense sociologue dont j'ai été très proche et dont j'ai été l'avocat, a écrit une lettre à Paul Smaïl disant « C'est extraordinaire, il faut absolument que je vous rencontre parce que vous êtes incroyable de vérité, de sincérité, de justesse sur le milieu des jeunes qui sont issus de l'immigration en Afrique du Nord. » Et pour s'amuser, Paul Smaïl, Jacques-Alain Léger lui a écrit une carte postale qu'il a fait poster de Marrakech disant « Monsieur, vous êtes un bourgeois colonialiste blanc qui n'avait rien compris, alors qu'il avait tout compris, juste pour le plaisir du pseudonyme et de l'identité cachée. » Cette identité, elle a été révélée au bout de 3-4 ans par un ami de Jacques-Alain Léger avec son accord, André Rollin, qui était grand critique littéraire du Canard enchaîné et qui est toujours vivant, que je salue, mais qui n'est plus au Canard enchaîné et qui a décidé, avec l'accord de Jacques-Alain, de révéler parce qu'il y avait tellement de monde qui tournait autour que c'était incroyable. Et juste pour terminer, dans ces archives, il y a une magnifique lettre de jeunes gens, de lycéens à Rabat, qui lui écrivent en disant « Monsieur, vous êtes peut-être l'enseignant dont on rêve et la personne qu'on rêverait de rencontrer un jour. Si un jour vous voulez sortir de l'anonymat, contactez-nous parce qu'on vous invite à parler avec d'autres groupes de lycéens amoureux de la littérature et amoureux de notre pays, le Maroc. » Voilà. Et eux, ils leur ont répondu extrêmement gentiment que pour l'instant, ça n'était pas possible et qu'il était extrêmement flatté. Voilà. Donc, ce livre est un livre publié sous ce pseudonyme et on l'a dans l'édition italienne, on a mis les 2 noms. Il n'y a pas Jacques-Alain Léger, Paul Smaïl, pour Vivere Meucci, l'édition en italien, en tout cas, chez Minimum Fax. Je les remercie infiniment de s'être intéressé à ce livre. Il s'avère que depuis la mort de Jacques-Alain Léger, il m'a désigné, avant de se suicider, de se donner la mort, comme exécuteur testamentaire et comme héritier avec sa sœur, mais sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis très longtemps, donc qui j'aime beaucoup, avec qui je m'entends très bien, mais qui connaît moins bien que moi, qui était son avocat, son tuteur et son ami, son travail. Et ma mission, c'est de faire porter cette œuvre, de la faire rééditer. Jacques-Alain était musicien, j'ai fait rééditer tous les disques de Jacques-Alain Léger, qui sont des disques mythiques, vraiment mythiques. Et je fais rééditer au fur et à mesure les livres. On va faire, je pense, d'ici 2 ans, des œuvres quasi complètes chez Bouquin, une sorte de pléiade un peu plus facile et moins cher. Et je suis très heureux des traductions qui sortent au fur et à mesure, et notamment de cette traduction que je trouve très, très bonne en langue italienne. Voilà. Oui, alors on peut un peu dire que Jacques-Alain Léger, c'est un écrivain à la fois comme l'écrivain portugais très connu, Pessoa, non? Avec tout ce genre aussi musicien. Pessoa n'était pas musicien, mais toutes ces personnalités, tu as connu Jacques-Alain Léger, on voyait en le connaissant toutes ces personnalités multiples ou ça devenait seulement dans l'écriture? C'est très bien la référence à Pessoa parce que moi qui ai été l'avocat et l'ami de Antonio Tabucchi, grand écrivain italien pour moi, mais qui vivait entre Paris, Lisbonne et parfois l'Italie, Antonio me disait très souvent, on parlait de Pessoa et moi je lui parlais de Jacques-Alain qu'il avait rencontré. Donc, il y avait évidemment quelque chose avec les identités multiples de Jacques-Alain Léger qui séduisait beaucoup Antonio Tabucchi en regardant cette sorte d'héritage littéraire et cette façon de jouer avec les identités. Jacques-Alain, il débute
Il porte le nom, son père est journaliste, il s'appelle Théron, il n'a pas envie de s'appeler Théron, parce qu'il dit que si je commence dans la littérature ou quoi que ce soit à écrire sous le nom de Théron, on va tout de suite m'associer à mon père. En plus, son père est un journaliste pas très connu, mais il y avait un homonyme, un autre Théron qui dirigeait Paris Match, donc il dit là, c'est pas possible. Et donc, il réfléchit, et puis la chose qui l'intéresse au début, c'est la musique. La musique, et on est dans les années 60-70, et il fait de la musique rock, inspiré beaucoup par Bob Dylan, qu'il est le premier à traduire comme poète, comme écrivain. Il traduira Bob Dylan chez Christian Bourgois, éditeur très avant-gardiste et très élitiste. Il va devenir l'ami de Bob Dylan et évidemment être très inspiré par lui pour la musique. Il traduit donc d'un côté Bob Dylan sous le pseudonyme de Dashiell Hedayat, qui est une référence à Dashiell Hammett, l'auteur de romans noirs américains, et de Hedayat, qui est un écrivain perse un peu oublié aujourd'hui, mais donc il fait une contraction des deux. Il signe sous ce nom-là des disques, un disque mythique qui s'appelle Obsolète, qui est toujours réédité, qui est marqué comme les albums cultes des années 70, c'est vraiment 60-70, parmi les plus importants de l'histoire un peu underground de la musique, du rock et du rapprochement avec la littérature. Et puis il publie ces traductions de poèmes de Bob Dylan. Mais très vite, il dit, ça, Dashiell Hedayat, c'est le musicien. Donc, si je change et que j'écris moi-même mon premier livre, il le fait sous le nom de Dashiell Hedayat, puis il dit, c'est pas très bien, je vais plutôt changer. Et il redébute chez Christian Bourgois en prenant un autre nom pour devenir romancier cette fois. Et ce qui est amusant, c'est que quand il arrive dans les années 70 et qu'il a eu un succès d'estime, il vend un peu, mais il est jeune, il vit avec le rock, déjà des pensées compliquées, parfois un peu noires, un peu suicidaires, des moments d'euphorie. Il dit quand même, j'aimerais quand même un peu leur faire la leçon, tous ces gens qui vendent 300 000 exemplaires, il dit leur montrer que je suis capable de le faire. Et c'est là qu'il prend le pseudonyme donc de Jacques-Alain Léger notamment pour faire le Mont Signoret dont je parlais tout à l'heure, qui pour lui est une parodie d'un roman de plage à succès et qui va lui jouer ce tour incroyable d'être un immense roman à succès. Alors il ne le renie pas, mais en même temps il est très désarçonné par ça. Et donc ensuite il reprend d'autres noms pour écrire par exemple un livre très important qui s'appelle Autoportrait au loup, qui est une autoconfession sur l'homosexualité et sur le rapport au fait d'être caché, un peu masqué, les identités multiples. L'autoportrait au loup, c'est le loup qu'on met au sens du bandeau, hein, qu'on met ici pour cacher avec deux petits trous. Hein. Ça s'écrit comme un loup, mais ça veut dire aussi ce bandeau noir qui permet d'être un peu dissimulé si on souhaite rester masqué, comme à Venise, au Carnaval ou ailleurs. Et c'est peut-être son livre le plus magnifique. C'est celui qui sera sans doute réédité l'année prochaine. Et puis, il y a quand même, c'est un livre qui est mal reçu, parce que c'est très tôt, au début des années 80, un livre très cru sur l'homosexualité, la sexualité, les années SIDA arrivent, donc la critique n'aime pas du tout ce Jacques-Alain Léger qui passe d'un seul coup du côté de la mort après avoir triomphé avec un succès, tout en se moquant des succès des autres. Et c'est pour ça que, très amer, il voudra prendre le pseudonyme de Paul Smail, dans cette espèce de revanche, d'écrire des grands romans, Ali le Magnifique, Vivre me tue, qui sont une série, mais pas une série, parce que ce ne sont pas les mêmes histoires, et qui s'intéressent avec cette fois, qui sont inspirés de faits divers aussi. Vivre me tue, Ali le Magnifique, il lisait beaucoup la presse, Jacques Alain, et il a vu des histoires avec un meurtre d'abord. Un type qui s'appelait Sid Ahmed Redzala était un tueur en série, immigré, franco-marocain, qui a tué une femme dans un train. Et plusieurs femmes dans des trains. C'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit dans les années 80 et ça a inspiré un personnage, puis un deuxième personnage. Et il s'est mis à construire un monde qui est celui de Paul Smail avec ses personnages et en se mettant du point de vue de l'autre côté de la Méditerranée. Et dans une langue littéraire que je trouve absolument remarquable. Et puis quand l'affaire a été éventée et qu'il a été obligé de dire qu'il était Paul Smail, il a arrêté assez vite un 4e livre et puis il a repris son identité de Jacques-Alain Léger pour écrire de façon très surprenante par rapport à ce qu'il avait fait des livres contre l'islamisme. Et donc, qui s'appelle notamment Tartuffe à Ramadan, qui dit vraiment il y a une tartufferie, une hypocrisie. Il dit j'adore les Arabes, j'adore la culture musulmane, mais on dit vraiment des conneries et on ne comprend rien au Coran et aux prophètes et on travestit tout et tous ces gens qui nous imposent de faire le jeûne n'importe comment n'ont rien compris à ce qu'était leur rapport véritable entre de la culture arabe. Donc c'est quelqu'un de très amusant, à la fois très louangeur de l'immigration, de la culture arabe et très critique en même temps sur certains points. Et puis à la fin de sa vie, il était fâché quand même avec beaucoup de monde parce qu'à force d'écrire
comme ça là. Et puis quand on a révélé en plus les lettres qu'il envoyait à des critiques littéraires, les engueulant sous le pseudonyme de Paul Smaïl, quand les gens ont compris que c'était le même Jacques-Alain Léger qu'il croisait au café à Saint-Germain-des-Prés, ça ne lui a pas fait que des amis. Et donc Jacques-Alain, dans les années 90, au début vraiment fin des années 90, venait me voir régulièrement comme avocat. Je l'aimais beaucoup, je ne le faisais jamais payer. Il avait plein d'ennuis, de contrats à revoir, de choses, la musique, les différents pseudonymes. Bob Dylan avait, comme tu le sais, a reçu le prix Nobel de littérature. Enfin, tout a changé depuis. Donc, ça, il y a une importance. C'était après la mort de Jacques Alain, le prix Nobel. Mais enfin, on savait déjà que ce qu'il avait fait, les traductions, tout était important. Et donc, j'ai aidé Jacques Alain à publier ses derniers livres. J'en ai moi-même édité plusieurs dans une maison d'édition que je dirigeais qui s'appelle Cartouche, notamment des textes sur l'opéra qui sont extraordinaires. Et puis, à ma grande surprise, un matin, j'étais l'avocat de Jacques Alain. Il avait beaucoup de problèmes, l'envie de mourir, l'envie de vivre, le vieillissement, l'écriture, l'insuccès, la rancœur contre le milieu littéraire. Un matin, on m'appelle et on me dit Jacques Alain, monsieur, une présidente du tribunal à Paris m'appelle et me dit monsieur, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Daniel Théron, Maître Pierrat? Je dis oui, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit il est dans mon bureau. Vous venez tout de suite. Je suis au tribunal d'instance du 13e arrondissement, là où vivait Jacques Alain. Donc j'arrive en me disant il y a un problème, il a été arrêté, il y a quelque chose, il a commis un délit. Et elle me dit non monsieur, je vous fais dire parce que ce monsieur qui a dit qu'il est écrivain, et puis j'ai vérifié, vraiment c'est un grand écrivain, il a demandé à être placé sous tutelle parce qu'il se sent plus capable de gérer sa propre vie. Et quand je lui ai dit, mais monsieur, si je nomme un tuteur, ça va être l'administration, ça va être très difficile pour vous, vous êtes écrivain, vous n'êtes pas une vieille dame ou un vieux monsieur qui perd la tête, c'est autre chose. Dites-moi des noms d'amis. Et il me cite des noms d'amis, je ne les connais pas, me dit la présidente du tribunal, me dit André Rollin du Canard Enchaîné, je le lis, mais je ne le connais pas. Mais vous, Maître Pierrat, je vous connais, vous êtes avocat et je vous ai déjà vu. Donc elle me dit, j'ai confiance en vous, donc voilà, vous êtes tuteur. Je lui dis, ah non, madame, le président, j'ai autre chose à faire. Et Jacques Alain se tourne vers moi et dit, si, c'est bien. Et elle dit, bon, tout le monde est d'accord, donc tout le monde est d'accord. Donc, Maître Pierrat, vous êtes tuteur. Et je me retrouve avec Jacques-Alain Léger sur les marches du tribunal, je termine sur ça. Et là, je dis à Jacques-Alain, bon, ben, Jacques-Alain, c'est bien, maintenant, je suis votre tuteur, on se vous voyez, je suis votre tuteur. Bon, vous rentrez chez vous, c'est à 500 mètres, vous me mettez à écrire et on se voit, on dîne ensemble dans 15 jours. Et il me dit, ah non, Emmanuel, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, mais non, je suis votre tuteur, je ne suis pas votre directeur de tout. Donc, Jacques-Alain, vous allez écrire. Et voilà. Et je suis resté son tuteur, je l'ai aidé, je l'ai fait interner à sa demande dans une maison de repos quand il avait des pensées trop noires. Et puis, c'était impossible de le laisser prisonnier ou de l'emprisonner. Et donc, il s'est donné la mort chez lui en jouant un peu à la roulette russe, comme il le faisait souvent, en se posant au bord du balcon de son immeuble dans Paris qui était assez élevé. Et souvent, il jouait à ça. Je ne le savais pas, mais je l'avais deviné. Et il tombait du côté du balcon, c'est-à-dire retombait, le vent le faisait tomber chez lui. Il disait, bon, alors c'est donc que je dois vivre et je vais écrire. Et il faisait ça une fois de temps en temps. Et puis un jour, on m'appelle en juillet 2013 et on me dit, mais Jacques-Alain Léger s'est défenestré. C'est pas défenestré, il s'est pas jeté depuis le balcon, il est tombé. Et il y avait une grande lettre de 4 pages qui disait, cher Emmanuel, cher ami, mon cher maître, mon tuteur, mon cher maître, si vous trouvez cette lettre dans mon appartement, c'est que la roulette russe m'a fait tomber de l'autre côté, dans la rue, et que c'était fini pour moi. Vivre me tue. Il y a cette formule qui est reprise. Oui. Voilà. Et donc, j'ai été nommé exécuteur testamentaire avec cette mission incroyable. Et je termine vraiment la chance immense dans cette tragédie. On a organisé un hommage. J'ai fait une incinération, comme c'était sa demande, mais en faisant venir des musiciens. C'était plutôt très amusant. Des gens qui ont joué du rock au cimetière, à l'incinération, au crématorium. On a fait un hommage au Centre national du livre avec beaucoup d'écrivains, de beaucoup de gens très émus. Et puis, la chose très importante, c'est que Jacques Alain avait conservé tout. C'est le seul écrivain que je connaisse qui ait conservé toute sa correspondance, tous ses manuscrits, toutes ses épreuves corrigées, absolument tout classé. Et il avait, on est en 2013, tout numérisé, tout scanné, tout mis sur un ordinateur. Donc, je me suis retrouvé avec une mission assez simple. J'ai fait enlever sa bibliothèque, je l'ai fait déposer dans un centre d'archives, toutes ses archives aussi. Mais moi, j'ai, pour éditer ou faire rééditer son œuvre, un document incroyable qui était très précurseur avec toute la vie littéraire d'un écrivain, tout ce qu'il a écrit, rangé, classé, ordonné, de façon extraordinaire pour un esprit qui semblait aussi confus. Mais les nombres d'identités multiples de Jacques Alain l'a obligé à classer sa vie pour ne pas se tromper dans ses différents pseudonymes et ses différentes interprétations littéraires. Voilà.
Monsieur Perrin, Maître Prierat, merci beaucoup. Allora on peut anticiper, possiamo anticipare in italiano che ci saranno nuovi libri di Jacques-Alain Léger, magari anche di Paul Smail, in italiano in avvenire, naturellement géré par son exécuteur testamentaire, son ami e son ex-tuteur, Emmanuel Pierrat. Noi la ringraziamo da parte di Chiasso TV e da parte dei nostri spettatori che saranno senz'altro molto interessati a questa intervista. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Sergio et merci à tous. Bonne lecture surtout de Paul Smail. Découvrez ce grand écrivain si proche de cœur de l'Italie et de la Suisse italienne et du Tessin. Voilà.